Alors on a parlé de la gamme, on a parlé de l'assortiment, de la marque, mais finalement en tant que consommateur, un bien c'est avant tout le visuel. Prenez l'exemple de Nutella, on connaît tous la forme du pot de Nutella. On va donc aborder une notion importante qui est celle du packaging et du conditionnement. Pour commencer, on va s'intéresser à la stylique. Alors qu'est-ce que c'est que la stylique? En fait, la stylique c'est le mot français pour désigner le mot design en anglais. C'est constitué de l'ensemble des techniques qui contribuent à l'apparence visuelle d'un produit ou d'un service. Son objectif c'est d'optimiser l'esthétique afin de créer une expérience plus satisfaisante pour le client. Alors il faut savoir qu'il existe 4 critères pour une bonne stylique. Et ces 4 critères sont les suivants. Tout d'abord, c'est l'attractivité. En fait, il s'agit de rendre le produit attirant. Je vous donne un exemple avec les voitures Ferrari. On voit bien qu'il y a un design, une stylique particulière pour rendre ce véhicule attirant pour le consommateur. Ensuite, il y a la fonctionnalité et l'ergonomie. En fait, ça consiste à rendre le produit utile et adapté à son usage. Prenons par exemple les aspirateurs Dyson. Ils ont effectivement beaucoup travaillé sur le design de leur produit pour le rendre plus ergonomique et plus facile d'utilisation. Ensuite, il y a une fabrication efficiente. On va intégrer des contraintes de fabrication et d'optimisation des coûts. Les champions pour cela, c'est notamment Ikea avec les produits qu'ils proposent. Le design, la stylique des produits Ikea utilise effectivement une contrainte de fabrication. On veut optimiser ce processus. Et enfin, il y a l'identité de la marque ou du produit qui du coup peut être utilisée. L'objectif, c'est de renforcer et de valoriser l'identité de la marque. Et je vous donne un exemple avec les fameux TGV. Vous voyez bien que le design, la stylique des TGV en France est particulier. On reconnaît un TGV sur les voies ferrées. Dans les autres pays qui utilisent le TGV, ils n'ont pas forcément le même design. Donc d'emblée, on ne peut pas forcément identifier ce produit. Alors, où trouve-t-on le design ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord l'identité visuelle des produits et des services qui est représentée avec la stylique. Regardez un exemple, enfin 3 exemples. Si je vous donne le stylo Bic 4 couleurs, clairement, on reconnaît ce produit par son design. Un iPhone, on reconnaît le produit par le design du téléphone avec l'écran, voilà, vraiment le design en lui-même. Ça peut être aussi sur un service. Vous prenez la carte de fidélité Auchan ou Wahoo, et bien cette carte de fidélité utilise finalement un design particulier. On la reconnaît par rapport à une carte de fidélité Leclerc. Ça peut être aussi dans l'identité visuelle de l'entreprise. Quand on prend par exemple McDonald's, on a bien le logo avec du vert et du jaune. On va retrouver ces codes couleurs sur l'identité visuelle du site McDonald's et même un peu plus loin, on le verra sur ces restaurants physiques. Ça peut être aussi au niveau du conditionnement qu'on peut retrouver la stylique ou le design. Par exemple, vous prenez les boîtes à œufs. Il peut y avoir des boîtes avec un design particulier. Regardez cet exemple, ou également pour des chocolats. On va effectivement miser sur le design de l'emballage, du conditionnement. Et ensuite, ça peut être aussi par rapport à l'environnement général d'un point de vente. Vous prenez encore une fois les restaurants McDonald's, il y a un design, une stylique qui est commune à tout le réseau avec les logos donc en vert et en jaune, les lettres McDonald's en blanc, le design et l'architecture du restaurant est également commune. Ça peut aller plus loin aussi au niveau de la tenue des équipiers, des managers, où on peut retrouver encore une fois une cohérence au niveau du réseau. Alors, on a parlé donc du design, maintenant on va parler du packaging. Et il ne faut pas confondre justement le packaging et le design ou la stylique. En fait, le packaging, ça regroupe 2 grandes notions. Tout d'abord, il y a le conditionnement. Le conditionnement, c'est la première enveloppe du produit. Je vous donne un exemple avec la canette de Coca. Dans cette canette, on va retrouver le produit, le Coca. J'ai dit du Coca, mais ça peut être autre chose, de la bière, etc. Donc ça, c'est le conditionnement. C'est encore une fois la première enveloppe du produit. Eh bien, le packaging, c'est cette notion de conditionnement auquel on va rajouter la notion d'emballage. Et en fait, l'emballage, c'est ça va être constitué des enveloppes successives qui vont être ajoutées au conditionnement. Donc, vous allez avoir votre conditionnement dans lequel on va retrouver le produit. Eh bien, au-dessus du conditionnement, dans la couche supérieure, c'est l'emballage. Par exemple, avec des bouteilles de bière, on va avoir la bière. Le conditionnement, ça va être par exemple une bouteille en verre. Et l'emballage, ça va être un pack de 6 bouteilles de bière. Et ce pack sera en carton.
Alors on reste sur le packaging, on va voir quelles sont du coup les fonctions de l'emballage. Il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions techniques et il y a également les fonctions commerciales. On va rentrer dans le détail et on commence tout de suite par les fonctions techniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une des fonctions techniques du packaging et de l'emballage, c'est la conservation, pour maintenir les caractéristiques physiques, chimiques ou bactériologiques du contenu. Clairement, la canette, pour ne pas citer la marque Coca-Cola, c'est aussi une question de conservation du produit. Le produit doit être parfaitement conservé et les risques bactériologiques doivent être minimes. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité technique, c'est l'usage. En fait, l'emballage va servir à faciliter la consommation et permettre le stockage par les consommateurs. Récemment, on a vu par exemple des paquets de sucre en plastique avec un bouchon pour permettre de verser le sucre en poudre plus facilement. Il y a également le transport et la manutention qui est pris en compte. L'objectif, c'est de faciliter la manutention et le stockage lors de la chaîne d'approvisionnement. Et là, l'exemple typique, ce sont les boîtes de céréales. Pourquoi les boîtes de céréales sont pour la plupart rectangulaires avec à peu près le même format? C'est pour du coup optimiser le transport, sécuriser aussi le produit à l'intérieur pour pas qu'il soit abîmé et aussi du coup la mise en rayon qui est plus facile. Alors en parlant de sécurité du produit, ça peut être aussi justement par rapport au contenu pour protéger le contenu contre les chocs, et là je ressors ma fameuse boîte à œufs qui va protéger les œufs présents à l'intérieur pour ne pas qu'ils se retrouvent cassés dans votre chariot. Ça, c'était les fonctionnalités techniques et il y a également les fonctionnalités commerciales. Donc pour les fonctionnalités commerciales, tout d'abord, ça peut être une fonction d'alerte et d'attribution. On doit pouvoir identifier le produit dans le linéaire. Très clairement, l'objectif de l'emballage, c'est de pouvoir effectivement repérer le produit dans un linéaire où on va avoir plusieurs centaines de références. Visuellement parlant, on doit pouvoir trouver notre produit. Ensuite, il y a une fonction de positionnement. Ça va représenter l'image du produit de l'entreprise. Ensuite, il y a des fonctions de service. En fait, l'objectif, c'est d'offrir aux consommateurs des services supplémentaires. Et là, c'est l'exemple de du nouveau bouchon de la bouteille d'eau cristalline, donc qui a fait plus ou moins débat. L'objectif de ce bouchon, c'est qu'il reste avec la bouteille, qu'il ne se perde pas dans la nature. Il est censé être plus facile aussi pour l'ouverture. Donc là, on peut également considérer que la fonction de cet emballage, c'est une fonction de service. Et enfin, ça peut être aussi une fonction d'information. Il faut que l'on puisse communiquer des informations obligatoires et commerciales sur l'emballage. C'est par exemple le cas des lessives qui sont effectivement contraintes à une obligation d'indiquer tous les éléments en lien avec la sécurité pour les enfants. Donc si on résume, on a des fonctions techniques, conservation, usage, transport, manutention, contenu, et des fonctions commerciales, fonctions d'alerte et d'attribution, fonctions de positionnement, fonctions de service et fonctions d'information. En gros, d'un côté, c'est plutôt du côté du consommateur, quels vont être pour le consommateur les avantages, et de l'autre côté, pour les fonctions commerciales, c'est plutôt en termes d'image et de marque. Comment va-t-on effectivement pouvoir se distinguer? Il faut savoir qu'en plus, l'emballage inclut d'autres concepts. Il y a la sophistication avec par exemple les compotes en gourde, et aussi l'impact de l'environnement, et ça on l'a vu récemment chez McDonald's avec les nouveaux emballages pour les boissons où il n'y a plus de paille. Il y a à l'inverse un capuchon qui permet de boire directement sans paille. Pour terminer, on va s'intéresser à l'étiquette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étiquette ? Une étiquette, c'est le support où on va insérer l'ensemble des mentions obligatoires ou non d'ailleurs, figurant sur l'emballage d'un produit et qui permet au consommateur de le distinguer et aussi de lui fournir des informations. Elle véhicule aussi l'identité et l'image de la marque et participe au pouvoir vendeur de l'emballage. Alors une étiquette, vous connaissez tous, mais on va quand même regarder en détail ce que l'on est censé retrouver sur une étiquette. Et voici donc une étiquette de sardines. On commence par regarder tout d'abord déjà le nom du produit. Il doit y avoir la dénomination du produit vendu. Ici, ce sont les sardines préparées à la main. On a la marque qui est également mentionnée et on a un descriptif. Ensuite, il doit y avoir une déclaration nutritionnelle. On doit connaître les différents éléments d'un point de vue nutritionnel en termes de glucides, de lipides, etc. De connaître le nombre de calories que ce produit représente pour la consommation. Le code barre, donc, que vous connaissez tous, qui permet d'automatiser la saisie des données et leur traitement tout au long de la chaîne du produit, du cycle de vie de la chaîne de fabrication du produit, aussi bien au niveau de l'usine de fabrication que sur la distribution par rapport au point de vente. Il y a également la liste des ingrédients présents dans le produit. Il faut rajouter la mention OGM si le taux est supérieur à 0,9%.
La quantité nette de produit doit être indiquée. On peut même avoir différentes informations, le poids net total ici ou le poids vraiment du poisson représenté dans cette conserve de sardines. On peut même avoir le poids une fois que le produit est égoutté pour les conserves. Il doit y avoir également la date limite d'utilisation optimale. On appelle ça la DLUO ou la date limite de consommation. C'est la DLC pour les produits périssables.